J'espère que vous vous êtes reposé et vous avez fait un tour à ces beaux jardins qui nous sont pleins de souvenirs pour nous ici à l'Institut français. Je vous souhaite la bienvenue donc de nouveau à ce colloque à l'Institut français. J'espère que ça sera le premier d'une série de conférences autour de ce sujet. C'était comme hier, il y a 20 ans, le magazine Inojos sommelier a apparu pour la première fois et c'était le premier de son genre en Grèce. Donc, à cette occasion des 20 ans, j'ai commencé à regarder quelques vieux magazines et en sachant que je serai avec vous aujourd'hui, j'ai commencé à regarder, à voir, à identifier les influences françaises de ce magazine. Presque chaque mois, il y avait quelque chose de français. J'ai pris quelques notes. Michel Bétain, Michel Roland, Denise de Bourdieu, Michel Chaboutier, Stéphane de Renoncourt, que malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. J'aurais bien aimé le revoir. Régine Chimère, un très grand nombre des producteurs, des sommeliers, des personnalités du vin français ont tous fait leur apparence sur nos pages. Ils ont donc influencé, ils ont passé le savoir-faire à leurs homologues grecs. Tous ces noms m'ont fait penser de ce slogan historique Grèce-France Alliance qui portait en soi toute la reconnaissance pour le soutien français envers la Grèce, pour le retour de la démocratie en Grèce, pour l'adhésion à l'Union européenne, pour son soutien durant la crise économique, pour notre maintien finalement à la zone euro. C'est un slogan qui, au-delà de l'histoire politique, reste aujourd'hui actuel aussi dans ce secteur du vin grec. Grèce-France Alliance, donc, c'était le début de ma pensée, le point de départ. En tant que peuple, en tant que communauté grecque, nous avons certains problèmes. Nos ancêtres, le roi Dionysos, ils étaient déjà des connaisseurs de vin, mais au cours des années, on n'a pas eu une continuité. Donc, si nous voulons parler aujourd'hui de vin grec connu international, nous parlons d'action depuis le retour de la démocratie et après cette date, dans ces 50 ans de la Métapolitefsi. Et je pense que nous avons de la chance parce que dans l'ère de la Grèce moderne, nous avons petit à petit recommencé à participer à ce jeu mondial du vin, alors que des géants du secteur vinicole existaient déjà autour de nous, parmi eux, bien sûr, la France. Cette renaissance des vignobles grecs doit beaucoup à la France et à ses cépages et à certaines personnalités qui ont voulu emmener ces cépages ici en Grèce, comme Evangelos Averov dans les années 50-60. Il disait, je pense que ça s'appelle un Cabernet Sauvignon, ce cépage. Madame Vim va nous parler de cela tout de suite. Yannis Karas a lui aussi emmené des cépages internationaux, a créé de nouvelles voies pour les vignobles grecs. Lazaridis Adrama, avec du Sauvignon blanc, qui veut faire du vin, qui boit à l'international, un mélange avec Assyrtiko, et c'est toujours le mélange, le cépage de Drama, connu encore aujourd'hui. C'est donc des racines qui ont bien pris ici en Grèce, des racines françaises qui ont donné des bons résultats. Et pour être honnête, c'est grâce à ces variétés cultivées ici en Grèce que ma génération, en tout cas, a appris à boire du vin. On connaissait le Cabernet Sauvignon, le Xinomavro, c'est arrivé plus tard. Mais la contribution de la France à cette évolution, c'est que ces universités, à Bordeaux notamment, mais aussi à Dijon, sont devenues
les endroits de réflexion pour nos jeunes qui sont devenus les premiers scientifiques, les premiers œnologues grecs et qui ont petit à petit pris la place des générations précédentes. Une nouvelle ère, donc, avec une production dont nous sommes fiers jusqu'à nos jours. Et ça continue encore aujourd'hui. Il y aura une table ronde plus tard dans la journée. On va vous parler de tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je veux maintenant vous présenter. Je parle ici d'amis parce que vous savez, ce qui est bien avec le vin, c'est que nous sommes tous amis entre nous. C'est très important. Je ne pense pas qu'il y a d'autres secteurs professionnels où il y a une telle amitié entre les gens qui travaillent autour du vin. Peut-être, je ne sais pas, dans les universités, dans le monde académique, moi je ne suis pas expert, mais peut-être vous connaissez mieux que moi. Je commence donc avec Maria Vimu, sommelière, responsable marketing du domaine Averof. Elle va nous présenter les vignobles, nous présenter Metsovo, ce Metsovo de Evangelos Averof, d'un visionnaire politique. Maria, la parole est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis très contente d'être ici aujourd'hui parmi vous et présenter l'histoire d'Evangelos Averof et la création du vignoble français à Metsovo. Permettez-moi de continuer en grec. Καλησπέρα, λοιπόν. Bonsoir à tous. Nous parlerons donc de Evangelos Averof et de la création de ce vignoble français à Metsovo. On commence par une vidéo. Είχε απίστευτα αποθέματα ενδιαφέροντος. Και είχε απίστευτα αποθέματα ενδιαφέροντος για ένα μοσαϊκό πραγμάτων, που ξεκίναγε από τους φίλους του, από τους γνωστούς του, από τις καινούργιες του γνωριμίες, μέχρι το Μέτσοβο, την Ελλάδα, την ιστορία, τις διεθνείς σχέσεις και όλα αυτά τα αντιμετώπιζε γιατί τα αποθέματα σημασίας και ενδιαφέροντος που είχε μέσα του ήταν ανεξάντλητα. Nous avons donc regardé un extrait du documentaire Le Portrait. Georges Roris peint Evangelos Averof. Et comme l'a dit le président du Parlement grec, Konstantinos Tachoulas, Averof avait de l'intérêt pour une multitude de choses différentes. Né en 1908, Evangelos Averof était un homme politique, un écrivain, un collectionneur, et s'est souvent présenté comme agriculteur, comme l'écrit Evangelos Radzivassiliou dans son livre Les lettres d'Evangelos Averof envoyées à Mikhail Totsitsas. Bien que dans la mémoire publique, il soit destiné à être lié à Metsovo, Evangelos Averof n'y est pas né et n'y a pas grandi. Sa famille était originaire de Metsovo et l'action caritative était une longue tradition familiale, culminant dans les activités du bienfaiteur national Georges Averof, grand-oncle du père d'Evangelos. Cependant, la partie de la famille dans laquelle il a grandi possédait des biens immobiliers considérables en Ébé, à Larissa, et il a passé à Trikala et Larissa une grande partie de son enfance. Membre de la bourgeoisie grecque, il grandit dans le cadre strict qui définissait l'identité de ce groupe social. Il s'agit d'une tradition d'engagement dans la vie publique, d'une extraversion intellectuelle, d'internationalisme et de bonnes études, d'amour de la patrie et d'un sens de la mission nationale et sociale et de prospérité économique. Il convient ici de noter que son père avait étudié en France et qu'Evangelos, qui a déménagé à Athènes avec sa famille à l'âge de 12 ans, a grandi avec le français comme deuxième langue.
Ce n'est pas d'ailleurs par hasard. Ses origines francophones l'ont incité à utiliser le français dans ses contacts internationaux au cours de sa carrière politique. Et outre la langue, il partageait la culture française et appréciait particulièrement les produits agricoles français. Je crois que C'est un défoulement. Je crois que tout échappatoire est nécessaire à un homme politique parce que les responsabilités sont si grandes, le travail est si lourd que s'il n'a pas quelque échappatoire, il est écrasé. Et pour moi, l'échappatoire, c'est l'agriculture. Je suis agriculteur avant tout et j'écris aussi. Dernièrement, évidemment, j'écris beaucoup moins. Je n'ai plus le temps. La relation d'Averov avec la terre, le terroir, remonte à son enfance. Dans son livre « 10 vies en une », sa fille, Tatiana Averov, décrit cette relation. Comme s'il se nourrissait de la chaleur du soleil, il aspirait profondément l'atmosphère brumeuse pour se saturer de poussière et de vent, du crépuscule, des blés et de la fumée, et léchait la sueur qui coulait du bout de son nez, regardant l'horizon d'en haut et se réjouissait d'être vivant. Et comme le souligne Radzivassiliou, la terre a offert à Averov une identité, ou du moins son complément. Cette identité, la relation avec le monde de la campagne, le monde agricole, Averov a ressenti le besoin de l'extérioriser à des moments ultérieurs, des moments de maturité. 4 de ses œuvres littéraires portent le mot « terre » dans leur titre et traitent de sa propre expérience dès ses années de jeunesse. C'est à l'âge de 17 ans qu'il subit sa première attaque de tuberculose. À la recherche d'un remède, il passe 2 années suivantes dans un sanatorium à Davos pour se rendre de nouveau à Athènes en 1928, avant de repartir en Suisse 1 an plus tard, cette fois à Lausanne, pour y étudier les Sciences Po et puis le droit. Il revient en Grèce 5 ans plus tard, mais peu après son retour, il est victime d'une 2e attaque de tuberculose. La nécessité de rester pour des raisons sanitaires en altitude et sa curiosité pour ses origines le conduisent à Metsovo pour la première fois de sa vie. C'est en 1936 qu'il est nommé président du domaine de la famille, poste que son père occupait jusqu'alors. Et c'est à ce moment-là qu'il entre en contact avec le baron Mikhail Tossitsas. Averov lui-même a indiqué que sa relation avec Metsovo avait commencé comme une passion et s'est transformée ensuite en vision. Comme le rapporte Radzivassiliou, la relation d'Averov avec Metsovo ne se limitait pas à un enregistrement largement nostalgique du passé, de nature historique reflétant les gloires passées, mais au contraire, elle incarnait clairement un désir de retour aux sources. Elle était également orientée vers une modernisation dynamique, c'est-à-dire le développement de la production et de la vie culturelle, des éléments capables non seulement de maintenir les gens, la population à Metsovo, mais aussi de leur assurer un niveau de vie significatif et de faire de Metsovo un modèle de développement et de création. Dans les années qui ont suivi, l'héritage du baron Tossitsas a été exploité et une série de projets importants sont mis en œuvre. Des travaux de lutte contre l'érosion à grande échelle ont été réalisés. Le manoir des Tossitsas a été rénové et agrandi, abrite toujours un musée important. Ont été également construits une gare routière, une menuiserie, un hôpital, un centre de ski et un magasin d'art populaire. Des écoles ont été rénovées et construites dans la préfecture, ainsi qu'une résidence universitaire pour que les étudiants d'Épire puissent étudier. Parallèlement à ces actions, Averov était également un collectionneur passionné. Au cours de sa vie, il a acquis une importante collection d'œuvres d'art grec moderne et a fondé la galerie Averov à Metsovo. Un musée petit mais vivant, une institution culturelle dynamique qui accueille la collection d'Averov et organise régulièrement des expositions et des activités importantes pour la région. Au milieu de ses travaux, et alors qu'il étudie les problèmes de Metsovo, Averov trouve un document qui donne des détails sur la situation foncière des habitants de Metsovo en 1732. Et comme il le décrit dans son livre avec calcul et en rêvant, si l'on spéculait sur le rendement moyen des vignes, Metsovo et les villages autour de la ville auraient dû produire environ 300 000 litres de vin par an, soit plus de 500 000 bouteilles. Et il poursuit. Mais un jour,
Alors que j'étais allé à Yignet, c'est le vignoble que vous pouvez voir sur l'image, j'ai soudain été en colère contre moi-même. Ici, il était évident qu'il y avait un grand objectif, certainement beau, probablement utile, de faire, en effet, revivre les vieux vignobles du village. Alors, un jour où le soleil brillait, réchauffait l'âme, j'ai décidé de me lancer. J'ai étudié le sujet sous toutes ses coutures. J'ai cherché avec imagination des solutions pour parvenir à un effort que j'ai proposé aux gens de Metsovo, un effort d'une coopérative, mais qui n'a pas abouti. J'ai donc décidé de faire quelque chose de personnel, de produire un vin qui pourrait rivaliser avec les meilleurs vins français. Est-ce que j'étais trop optimiste? Peu importe. C'était quelque chose d'ambitieux, mais qui valait la peine. Et puis, ces moments où l'on garde l'espoir, ils sont si beaux. C'est parti donc. Ayant déjà croisé de nombreuses fois la tradition et la culture française dans son parcours personnel, Averhoff est inspiré par les vignobles et les vins français. Comme il écrit, « Je savais que les vins de Bordeaux français étaient produits à partir d'un cépage appelé Cabernet Sauvignon et que les plants étaient disponibles dans toutes les pépinières de France. Mais j'avais entendu dire que les propriétaires des 5 grands vins français, comme on les appelait, possédaient leurs propres pépinières et qu'il était difficile de faire sortir les vignes du pays de la France. C'est à la fin des années 50, grâce à sa position au sein du gouvernement, qu'il réussit à acquérir 1000 de ces plants dits aristocratiques. Ce sont les premières vignes de Cabernet Sauvignon en Grèce qui ont été plantées dans le vignoble de Yignet, faisant ainsi revivre des pentes abandonnées de Pindos et la vieille tradition viticole de la région. Avec l'aide de collaborateurs de qualité et de quelques compagnons enthousiastes, il cultive les vignes, il vinifie et met en bouteille dans le jardin de sa maison de Metsovo pour produire le vin qui s'appellera Katoyi Metsovo. Vigne de France en terre de montagne grecque, peut-on lire sur l'étiquette de ce premier vin qu'il a lui-même conçu avec passion. Mais le projet était plus qu'une simple passion, inscrite dans une démarche plus large, avec un vaste projet déjà en cours pour le développement économique et culturel de la région. L'activité viticole d'Averhoff est née d'une vision. En effet, avec l'aide de scientifiques grecs et français, Averhoff crée un vignoble héroïque, peut-on dire, à 1000 mètres d'altitude, construit une petite cave à la périphérie orientale de Metsovo et fonde la société anonyme Katoyi. Le vin rouge Katoyi est connu dans tout le pays et remporte des prix à l'étranger. Averhoff a le sentiment d'avoir réalisé sa vision et, comme il écrit, il faut avoir fait l'expérience de la réalisation de visions qui semblaient impossibles pour comprendre vraiment ce que cela signifie. Il s'agit de nourrir son âme. Et aujourd'hui, près de 70 ans plus tard, le vignoble se dresse fièrement sur les pentes de Pindos et est cultivé avec beaucoup de soin. Récemment, le vignoble et les traditions viticoles de Metsovo ont été ajoutées à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la Grèce, conformément à la Convention de l'UNESCO 2003. Comme l'indique la décision du ministère de la Culture, le vignoble lui-même, en tant qu'élément endémique du paysage montagneux de la région, mais ainsi la tradition associée à la viticulture, sont inextricablement liées à la physionomie culturelle et à l'identité productive de Metsovo. La replantation du vignoble par Evangelos Averhoff a été un projet clé pour cette préservation. En 2024, Katoyi Averhoff est désormais entre les mains de son petit-fils, Alexandros Ioannou, qui poursuit la vision de son grand-père avec calcul, mais aussi avec passion, en développant les activités dans le domaine des vins et en investissant de manière significative dans l'œnotourisme. Το εινοποιείο επίσης ήταν ένα πολύ μεγάλο όραμα που όμως το έκανε και υλοποιήσιμο. Διαβάζοντας ο ίδιος ένα κατάστοιχο ενός μοναχού από το 17ο αιώνα που ήταν σαν ένα κτηματολόγιο της εποχής που ανέφερε ότι κάναν κρασί στην περιοχή,
του ήρθε η ιδέα και ήθελε να αναβιώσει τον παλιό κρασότοπο του χωριού και να κάνει κρασί που να μπορεί να συναγωνιστεί τα καλύτερα γαλλικά. Είναι ο πρώτος που φέρνει την ποικιλία Cabernet Sauvignon στην Ελλάδα και αναβιώνει τον παλιό κρασότοπο του χωριού, ξεκινώντας να κάνει εινοποίηση στο υπόγειο του σπιτιού του. Ξεκίνησε τις φυτεύσεις τέλη δεκαετίας του 50 και το κρασί το εινοποιούσε στο υπόγειο του σπιτιού του μέχρι και το 1973. Και ως η τρίτη γενιά πλέον είμαι πολύ χαρούμενος που το εινοποιείο έχει περάσει στα χέρια μου, γιατί η ενασχόλησή μου με αυτό μου δημιουργεί μια σύνδεση με τον τόπο μου, αλλά και μια σύνδεση με τον παππού μου. Έχω μια ευκαιρία να τον γνωρίσω καλύτερα. Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να κλείσω. Pour conclure, permettez-moi de reprendre les pensées d'Evangelos Averov. On voyait clairement deux pans d'une colline couverte de vignes cultivées de manière exemplaire, plantées de telle sorte que le soleil pouvait les caresser toutes sans qu'aucune soit laissée de côté. Je me suis assis sur une pierre et j'ai ressenti une euphorie qui m'a donné des ailes. La chose a pris un sens plus profond pour moi. Devant moi, la réponse au grand mystère de la vie se matérialisait de manière spectaculaire. La vie a du sens profond et beau qui rend l'homme heureux. C'est la création, c'est l'amour. Je vous remercie. Nous vous remercions pour ce voyage. Vagelis Hierovassiliou n'a pas besoin d'être présenté, me semble-t-il. Malheureusement, il n'a pu être avec nous. Aujourd'hui, il vous envoie son amour, ses salutations et une brève vidéo. J'ouvre une parenthèse. Vagelis Hierovassiliou était le premier œnologue à être à Porte-Carras avec le célèbre Émile Pénaud. De formation française à Bordeaux, un des premiers Grecs qui est allé à Bordeaux faire des études. Il a intégré ses influences françaises dans le terroir grec. Et tout au long de ces années très importante aux côtés de Pénaud, il a été une des plus grandes personnalités du vin grec. Il nous a envoyé une vidéo sur sa relation avec Émile Pénaud. Bonjour, je suis Vagelis Hierovassiliou, œnologue, et je m'excuse de n'avoir pu être avec vous aujourd'hui car je suis à Reims, à la conférence de l'Académie internationale de vin et de vignoble et de la vigne dont je suis membre. Je vais vous parler de mon professeur Émile Pénaud que j'ai rencontré. Émile Pénaud, c'est le scientifique qui a déterminé la qualité et l'évolution du vin au XXe siècle. Nul autre œnologue n'a influencé l'évolution de la qualité du vin autant que Émile Pénaud. Sans être excessif, c'est un scientifique qui a découvert et a orienté l'œnologie moderne. Il est né en 1912 à Bordeaux. Il a fait des études d'ingénieur agronome et en 1946, il est chercheur à la faculté de sciences. Avec Jacques Ribeiro-Garand, le professeur, ils ont créé l'Institut du vin de Bordeaux. Avec M. Émile Pénaud, j'ai eu la chance de suivre ses cours. Il était mon professeur. J'ai fait des études d'œnologie à Bordeaux en 1975, alors que j'avais commencé mon doctorat sur la chromatographie. Il m'a invité à son bureau. Il m'a dit qu'il était conseiller
de vinification à Porto Carras, et m'a posé la question si je voulais devenir indépendant ou faire une carrière académique. J'ai répondu que devenir entrepreneur m'intéressait davantage. Il m'a proposé donc, après mes études, d'être à la tête de Porto Carras, d'être directeur de Porto Carras sous sa supervision. J'ai accepté et depuis, j'ai fait partie de son équipe et nous visitions ensemble les châteaux dont il supervisait à Bordeaux. C'était une expérience unique. Il supervisait plus de 150 châteaux, parmi les plus célèbres. Et comme il avait l'habitude de dire, il lui suffisait de passer devant une Είχα την τύχη να συνεργαστώ για 8 χρόνια στο une cave pour pouvoir se charger de sa direction. À l'époque, le vignoble de Porto Carras avait 4500 strémas et c'était un des plus grands de l'époque. Émile Penaud, grâce à son expérience et à ses connaissances, a fabriqué des vins de haute qualité très célèbres. Le château Carras faisait partie des meilleurs vins et a été primé. L'année 1982 a fait que le Cabernet Sauvignon a été primé au concours de Bruxelles. La réputation des vins de Porto Carras a incité d'autres producteurs grecs à s'y mettre. Et cette étincelle de Porto Carras s'est répandue et la renaissance du vin grec est arrivée. Je me souviens de Yannis Boutaris, Tsandalis et d'autres viniculteurs venaient souvent nous voir les installations de Porto Carras. Émile Penaud est un admirateur de notre civilisation et de notre culture et il a donné le nom au ferment qu'il a découvert, Inos. Mais au-delà de sa contribution à l'Institut du vin, où les œnologues les plus connus ont fait leurs études. Vous pouvez voir sur l'écran quelques-uns des plus grands œnologues qui ont cadré les différents châteaux. Lui-même, il a transmis ses connaissances à de nombreux pays comme l'Espagne, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, l'Argentine, le Pérou et la Grèce. Émile Penaud est un professeur universel qui a contribué à la science de l'œnologie, comme nul autre. Il a écrit plus de 200 publications originales et a écrit le plus grand nombre de livres sur l'œnologie. Son livre « Connaissance et travail du vin » est devenu la Bible de chaque œnologue et était le guide pendant plusieurs années des œnologues. Il a écrit également le premier livre sur la dégustation du vin, Le goût de vin, qui a été également un guide très important pour tous les dégustateurs à travers le monde. Il appréciait la Grèce et il goûtait à tous les vins grecs. Et je me souviens qu'il se souvenait aisément des arômes et des saveurs sans même devoir goûter au vin. Il aimait beaucoup le Asirti comme Alarousia et Robola. C'était un grand chercheur, un grand scientifique, un excellent pédagogue, un homme de la terre très apprécié. Le monde du vin lui doit beaucoup et nous, en Grèce, nous lui sommes reconnaissants car il a contribué à l'amélioration de la qualité du vin grec. Merci.
Ήταν πολύ ωραίο. Επόμενη ομάδα. Le groupe suivant, la preuve de ce que collaboration signifie et ce que l'Alliance France-Grèce également signifie, c'est le binôme Kostas Bakassietas et Laurent Audeguin qui vont parler ensemble, à quatre mains, comme disait ma grand-mère. Kostas Bakassietas est un chercheur et un créateur des pépinières Bakassietas et créateur et conseiller de Ellenifera qui a pour objectif d'identifier des variétés et des cépages uniques. Une étude qui a lieu avec l'association l'IVF, Laurent Audeguin nous honore de sa présence. Laurent Audeguin, qui est directeur de recherche et d'innovation à l'Institut à Nîmes. Vous êtes deux, donc vous aurez plus de 20 minutes. Bonjour, tout d'abord, nous souhaitons remercier aussi bien l'Institut français de Grèce que la Fédération de la vigne et du vin et nous vous remercions pour cette invitation. Comme Europe vient de le dire, à mes côtés, j'ai Laurent Audeguin, ami et collaborateur depuis 21 ans, et nous allons essayer ensemble de vous présenter quelque chose d'unique, aussi bien pour la Grèce, car ce que nous avons fait est unique en Grèce, mais est unique également pour la France. Et c'est la première fois où une telle coopération s'est mise en place. Avec quelques mots. Tout d'abord, les deux parties sont d'une part VNB, la pépinière Bakassieta, et l'IEV, l'Institut français pour le vin et la vigne. Depuis 2004, nous avons mis en place une collaboration qui a pris corps à travers un vignoble qui se trouve à Némea. La pépinière Bakasseta est une entreprise familiale. Et actuellement, c'est la deuxième génération de dirigeants qui est à la tête. Et nous avons deux activités. D'une part, nous avons une pépinière, c'est l'activité commerciale qui nous permet de vivre. Et nous produisons des vignes pour tous les vignerons sur 50 hectares. Et nous avons une deuxième activité, nous sommes des vignerons et nous avons 27 hectares de vignes pour des raisins de table et pour les raisins de fabrication de vin. Au cours des dernières années, sous l'influence de nos amis français, nous essayons de créer un laboratoire de recherche et nous avons ainsi créé, nous mettons en place des études et des programmes tels que ISCA avec deux laboratoires de phytopathologie d'Athènes et de Thessalonique. Nous avons également mis en place des recherches sur la résistance au changement climatique dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de Montpellier, un autre programme qui est en cours avec l'Université de Milan et du Portugal. L'entreprise familiale est située à Némea, mais au-delà de Némea, pour pouvoir développer toutes ces activités, nous développons des activités à Argolide, dans la région montagneuse, et dans la partie montagneuse de Arcadia. Dans ces trois régions, donc, nous essayons de
développer nos activités de culture et mettre en place ce que nous étudions et recherchons. L'Institut français, l'ambassade de France et la Fédération des vins grecs pour m'avoir invité. Je vous fais une présentation rapide de ce qu'est l'Institut français de la vigne et du vin. C'est un institut agricole en charge de la recherche et du développement et qui couvre toute la filière depuis la pépinière jusqu'aux problèmes œnologiques et même un petit peu de marché. Et dans nos activités de recherche, nous sommes divisés en 4 pôles. Un pôle production de plants et innovation variétale, qui relève de ce qu'est toujours la sélection clonale que nous continuons à faire, la création variétale et la diffusion du matériel, puisque nous sommes centre de sélection. Une deuxième partie qui concerne les maladies à dépérissement et aussi les maladies émergentes, pour lesquelles nous opérons une veille, comme par exemple la maladie de Pierce. Un volet important, c'est la protection durable et la transition agroécologique. Et puis, un département plus aval qui relève des aspects de pilotage de la production, de la qualité des vins et, in fine, ce qui est essentiel, les attentes des consommateurs. Avec quelques thématiques transversales, donc on peut retrouver dans chaque département l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la qualité des sols viticoles qui devient une préoccupation importante, ainsi que la vitiviniculture bio. Nous sommes basés au domaine de l'Espiguette, près de Montpellier, dans des sols de sable, parce que les sols de sable, il n'y a pas ni phylloxéra radicicole, mais c'est devenu un argument, je dirais, accessoire, mais surtout pas de nématodes, pas de xyphinéma qui transmettent les virus du Cournouet. La superficie totale fait 80 hectares, dont 40 plantés en vignes et pépinières, et puis nous conservons environ 400 variétés et plus de pas 400, mais plus de 1400 clones qui sont conservés sur notre domaine. Il y a une petite coquille, vous voudrez bien m'excuser. Alors, quand est-ce qu'est née notre collaboration avec VNB, avec Costas? Bien, le premier contact, c'est pendant le salon viticole à Montpellier en 2003. Tu étais venu avec ton papa, je crois. Et vous rencontrez Jean-Michel Boursicot, qui à l'époque était directeur de l'Antave, avant de redevenir professeur de viticulture et d'ampélographie à Montpellier. Bon, le contact s'est bien passé puisque après tu as été étudiant à Montpellier Supagro et tu es venu faire un stage à l'Antave. Et c'est là qu'est née l'idée de coopérer pour des éléments qu'on va développer dans notre présentation avec Costas. La première pierre à cette collaboration, ce sont des prospections et j'ai eu l'honneur d'y participer dans le Péloponnèse en août 2005. Nous avions organisé une conférence à Leontio. Et aujourd'hui, c'est très rare en France de remplir une salle pour parler de sélection clonale. Là, il y avait même des personnes debout. Nous avons donc fait cette conférence et des premières prospections, et c'était à cette date le premier contact de l'Institut français avec le vignoble grec depuis 1944. Voilà le début de cette collaboration. Alors, les motivations. Ouais, pour le vignoble français, et vous avez là quelques photos que j'aurais même pas besoin de commenter. Les accidents climatiques, à gauche, le gel. Au milieu en haut, la plus grosse vague de chaleur que nous ayons connue en France fin juin 2019, près de 46 degrés, avec du vent, donc un effet qu'on qualifie de sèche-cheveux, végétation ébrûlée. La problématique, photo en dessous, de la réduction des produits phytosanitaires. Et puis, photo de droite, alors elle n'est peut-être pas très claire, mais ce sont des vrilles, ça vous avez reconnu des vrilles. Mais il y a des symptômes de mildiou sur vrilles, ça c'était en 2018, une année que des viticulteurs dans le vignoble des Sud du Côte-du-Rhône disaient, c'était en 2018, c'est la pire année depuis 1948. Mais depuis, nous avons eu 2023 et 2024 qui sont des années extrêmement difficiles pour le vignoble français. Je continue ? Bon, merci. Donc, les motivations de la collaboration, et je vais laisser ensuite... On a le temps ? Ah, on a gagné 5 minutes. Merci, on va y aller tranquillement. Bon, il y a des éléments qui ont été évoqués ce matin, je ne vais pas y revenir. La viticulture grecque est très ancienne, c'est un des premiers sites de la domestication de la vigne après que les été découvertes, et je crois bien qu'il y a des preuves d'élaboration de vin en Arménie, je crois bien,
à moins 4000 et maintenant en Géorgie à moins 6000 ans, soit 4000 ans avant Jésus-Christ. En France, eh bien, peut-être la variété grecque la plus ancienne, emblématique, elle est cultivée, elle est apparue et il y a des traces depuis au moins 2000 ans. Et puis, la qualité des cépages grecs, qui sont pour la majorité des cépages très anciens, témoignent, attestent d'une, alors il y a peut-être des nuances par cépage, d'une bonne tolérance aux contraintes abiotiques et notamment à la sécheresse. La qualité gustative, même Émile Pénaud l'avait reconnu, des cépages grecs est bien reconnue. Et puis certains cépages désormais, ils rentrent dans le radar de la visibilité internationale. Il y en a deux qui sont mentionnés ici, l'Assyrtiko et le Xinomavro. Par conséquent, les perspectives que la Grèce peut avoir à travers cette collaboration sont que nous pouvons préserver le matériel génétique de ce vignoble ancien et nous pouvons donc préserver ce matériel non seulement pour les cépages principaux en Grèce, mais pour toutes les variétés différentes. C'était peut-être la plus grande question à laquelle il fallait apporter une réponse en 2019 et au moment des premières missions sur les vignobles grecs, parce que l'objectif principal est de s'occuper seulement des 10-20 variétés les plus importantes de la Grèce, mais à ce moment-là, un des visionnaires de cet effort, il m'a dit, mais nous ne pouvons pas aller en Santorin et seulement parler de Mavrotraran ou de Assyrtiko. Il y en a tant d'autres variétés. Et donc, Jean-Michel, la question était, allons noter, allons enregistrer tout et on verra après. Je ne sais pas si ma réponse serait la même aujourd'hui, mais vraiment, le matériel en Grèce est immense. Une perspective donc de montrer, au-delà de préserver le matériel génétique, il y a aussi un intérêt secondaire de voir que réellement, plusieurs cépages, plusieurs variétés ont le potentiel d'avoir une dynamique accrue, de s'améliorer dans les années à venir. De nombreux œnologues ont déjà goûté ces échantillons. La troisième chose à noter et à voir, c'est que dans de nombreuses zones d'appellation d'origine protégée, comme Nemea, comme Xinomavro ou Madinia, en effet, il y aura une autre dynamique grâce à l'amélioration de sa qualité à travers les clones. Et enfin, bien sûr, la durabilité des vignobles grecs, grâce aussi au matériel végétal qui va faire que nos vignobles pourront avoir une longueur de vie beaucoup plus grande. Dans ce partenariat, bien, j'ai évoqué rapidement le début des prospections, mais pour tout ce travail que nous avons fait pendant plusieurs années, on a pu compter sur une collaboration extrêmement précieuse des, sans doute aujourd'hui, les deux meilleurs ampélographes au monde, un fraîchement retraité, Jean-Michel Boursicot, et un heureusement toujours en activité, qui a succédé à Jean-Michel, Thierry Lacombe. Et donc, il y a eu des campagnes de prospection, comme vous le voyez sur les diapositives, dans différents vignobles, pour accompagner Costas dans tout ce travail besogneux d'identification et de marquage des souches. Ça, c'est une première chose. Et ce qui nous aide beaucoup, j'ai présenté succinctement le domaine de l'Espiguette qui conserve le matériel végétal sélectionné. Il y a une collection mondiale d'importance capitale, c'est la collection internationale des Vitacées, qui est la collection de l'INRA de Vassal. Je vais régulièrement à l'étranger, et s'il y a deux noms qui sont bien connus dans le monde du matériel végétal étranger, c'est Antave et c'est Vassal. Vassal a une collection très riche qui nous sert pour aller prospecter, introduire du matériel à l'Espiguette, et aussi nous aide beaucoup puisqu'il y a une base de données, tout le matériel qui est à Vassal a été génotypé, on a une base de données environ
commune de 3000 variétés, ce qui nous permet de génotyper toutes les variétés et surtout, quand on a des profils un peu curieux, des profils génétiques un peu curieux, de comparer à cette base de données. Une fois que les prospections, quand on doit rentrer du matériel que nous envoie Costas au domaine de l'Espiguette, mais on va faire une partie importante qui est la sélection sanitaire et la recherche des viroses graves et des viroses réglementées. Et si ça arrive parfois, on trouve une virose grave qui en l'état nous interdirait de diffuser le matériel, eh bien on fait de l'assainissement, comme vous le voyez sur la diapositive du milieu, en procédant à du repiquage de méristème apical. C'est une particule vraiment à l'apex du bourgeon qui fait 0,1 à 0,2 mm et parce que non vascularisée est indemne de virus. Et ainsi on peut assainir du matériel et le conserver. C'est notre collègue Christophe Sereno qui est en charge de ce travail au domaine de l'Espiguette. De notre côté, en Grèce, après avoir contrôlé le matériel génétique, l'avoir nettoyé, il vient nos installations à droite. Il est posé dans ces serres et il est cultivé de manière à ne plus être de nouveau touchés par les virus. Par la suite, nous sommes chargés de mettre en place les premiers vignobles pilotes où nous effectuons toutes les études et les évaluations en tant que pépinière. Quelles sont les études que nous effectuons? Nous effectuons une sélection, une évaluation génétique. Nous examinons les différences génétiques des clones. Nous faisons également des micro-vinifications et des dégustations. Toute cette série de tâches a lieu afin d'avoir, en fin de parcours, une évaluation aussi bien des variétés rares que des clones et voir quelle est cette différenciation entre les clones. Et après toutes ces étapes qui peuvent durer jusqu'à 7 ou 8 ans au minimum, par la suite, nous soumettons les dossiers afin que le matériel génétique soit répertorié au ministère. Pour montrer qu'il y a des perspectives avec du matériel qui vient d'autres pays, que l'on inscrit régulièrement au catalogue. Vous avez là une liste avec les pays, mais je voulais simplement pointer sur le fait que maintenant, depuis 2015, nous avons réussi à faire inscrire au catalogue 5 variétés que vous pouvez lire, l'Aiorgitico, l'Acertico, le Moscofilero, le Rhoditis et le Xinomavro. C'est une procédure évidemment officielle, encadrée. Il faut montrer au ministère l'intérêt potentiel de ces variétés. Et puis, chaque année, selon les demandes, selon l'intérêt, d'autres cépages viennent abonder la liste. Nous sommes en train de discuter avec Costas pour peut-être prochainement intégrer le Limniona, le Mavro Tragano dans le catalogue français, avec un point important sur lequel je reviendrai. Quand on fait inscrire une variété, notre propos, c'est pas de dire à la viticulture, c'est ça qu'il vous faut planter, c'est de dire dans les régions de culture traditionnelles, ces cépages donnent de bons résultats. Ils méritent d'être expérimentés en France, au moins dans un premier temps. Alors, les perspectives de développement en France, au-delà de l'inscription, parce qu'il faut quand même passer à la vraie vie, il faut que ces cépages-là puissent être plantés. Et je vais m'étendre un peu sur un dispositif récent qui a été mis en place par l'Institut national des appellations d'origine et de la qualité, l'INAO, qui en 2018 a créé une catégorie que l'on appelle les VIFA, les variétés d'intérêt à des fins d'adaptation. L'idée est d'ouvrir la possibilité aux appellations de planter un certain nombre de cépages dans certaines conditions sur un registre expérimental. Donc il faut choisir une liste
qu'elle soit validée. La limite par exploitation, elle est de 5%. Vous avez 20 hectares, vous pouvez planter 1 hectare. L'objectif est d'incorporer ces variétés dans les vins commercialisés avec une limite pas plus de 10%. Et également interdiction de mentionner le nom de la variété, que ce soit sur l'étiquette et même que ce soit sur la contre-étiquette et sur l'étiquette. Elles sont là que dans un registre expérimental, on verra dans 10 ans. On ne peut pas avoir une liste longue comme le bras. On a limité ça, l'INAO a limité ça à 10 variétés par appellation et par couleur. Et il y a une convention de partenariat qui est installée, qui est instaurée entre les appellations et l'INAO. Alors qu'est-ce qui va se passer à l'issue de la période d'observation, la période d'expérimentation de 10 ans? Il y a 3 cas de figure. Soit la variété donne de bons résultats, comme disent les jeunes en France, elle coche les cases. Alors on l'intègre définitivement dans le cahier des charges, dans la réglementation de l'appellation. Ou alors les résultats ne sont pas probants, et on l'abandonne. Ou alors on a besoin de continuer l'expérimentation pendant 5 ans. Alors si vous me demandez qu'est-ce qu'on fait des variétés qui sont rejetées, est-ce qu'il faut les arracher ou est-ce qu'il faut les garder? Je pense qu'on les gardera et qu'elles feront ce qu'on appelle du vin de France, mais elles ne pourront pas prétendre à l'appellation. Si on veut permettre à des viticulteurs de s'engager dans cette démarche, et si on leur dit, vous savez, dans 10 ans, si ça ne marche pas, il faudra arracher, personne ne va le faire. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'important dans ce dispositif, puisque c'est chaque exploitation qui peut mener cette expérimentation, j'ai envie de dire, des expérimentations individuelles vont naître des choses que le collectif va pouvoir adopter. Et qu'est-ce qui se passe depuis récemment en Côte-de-Provence, qui est sans doute la première appellation à avoir travaillé à cette nouvelle catégorie? Ils sont partis d'une liste de 50 cépages sur la base de consultations d'experts, d'éléments bibliographiques, de dégustation de vins commerciaux. Ils ont récupéré du raisin au domaine de Vassal, à l'IFV, ils ont fait des micro-vinifications, ils ont fait déguster par des jurys, par des panels professionnels, et puis ils sont arrivés petit à petit à définir une shortlist de 5 cépages, dont vous voyez les noms, le Calabrese, du sud de l'Italie, ou Nero d'Avola, 2 rouges grecs, le Xinomavro et la Giorgitico, un blanc, enfin rosé, le Mosco Filero et le Verdero d'Espagne. Ça, c'est une démarche qui commence avec des plantations qui commencent. Parfois, il y a quelques limites, c'est la disponibilité en matériel végétal, mais il y a une certaine émulation qui s'est créée. Je ne vous cite pas ce qui se fait dans d'autres régions. Si, par exemple, Bordeaux et Bordeaux supérieur, sur ce même registre, a choisi, il y a quelques années, de mettre dans cette catégorie le Touriga national, l'Albarino, ainsi que le Marcelin, qui est un croisement Cabernet Sauvignon Grenache, et quelques autres cépages. Voici donc la partie qui concernait la France. En ce qui concerne la Grèce, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que nous avons enregistré 332 différents cépages, dont 104 ont été marqués mais ne sont pas encore identifiés pour l'instant. Aujourd'hui, après 21 années de collaboration, nous avons réussi à avoir 490 clones de 165 différents cépages, dont 56 sont encore inconnus. Et après 20 ans et après tout ce matériel, nous avons pour la première fois pu inscrire au catalogue officiel de la Grèce 20 clones en 2021 et 3 clones en 2023. Peut-être quelqu'un pourrait dire en pratique, dans la vie réelle, quel est l'intérêt quantitatif de ces efforts, de tout ce travail?
En effet, à travers la sélection des clones pour les cépages grecs qui ont beaucoup souffert de maladies, c'est d'abord l'augmentation de la production de raisins de 20 à 50 %. Dans un deuxième lieu, une amélioration significative de la qualité des raisins et donc du vin. Et c'est quelque chose que nous constatons dans de nombreuses régions et pour de nombreux cépages. Une amélioration ensuite de la tolérance des vignes vis-à-vis de la sécheresse et du stress hydrique, car ces cépages deviennent plus rigoureux. Et un dernier point important à mon avis, c'est que désormais les nouveaux vignobles auront une perspective de vie augmentée de 40 à 60 % en comparaison avec les vignobles plus traditionnels. Nous considérons donc que les viticulteurs grecs ont devant eux un futur qui peut les rendre optimistes avec des bonnes bases. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais rajouter en 10 secondes, Madame l'ambassadrice, ce matin, dans ses propos introductifs, a dit que l'aspect humain passait avant tout. Et je pense qu'on en est l'illustration. On a beau avoir des objectifs techniques, froids, chiffrés. Ce qui compte avant tout pour avancer, c'est l'aspect humain. Et puis, dernier mot, puisqu'on croit au cépage grec, mon épouse qui est viticultrice va planter l'année prochaine 50 arts. Alors, c'est 5 strémas, c'est ça? Ouais, de Moshko Filero. Merci. Ξέρω ότι έχετε ερωτήσεις και δεν θα το παραλείψουμε. Je sais que vous avez des questions, mais nous allons laisser cela pour la fin, après toutes les présentations. La parole est maintenant au professeur de l'Université de Thessalonique, Stéphanos Koundouras. Stéphanos Koundouras qui a beaucoup apprécié la vigne et les vins comme il a l'amour, cultive l'amour de la musique. Stéphane, nous vivons dans un monde très triste en raison du changement de la crise climatique qui nous menace en nous disant que nous ne pourrons plus cultiver certaines variétés et qu'il faudrait aller plus en hauteur. Nous venons d'entendre dire que certaines variétés grecques sont cultivées à l'étranger. Est-ce que tu peux dire quelque chose pour que ce nuage, ce triste nuage, ne soit plus au-dessus de nos têtes? Il n'y aura plus de nuage. L'Institut, pour m'avoir invité à cette, tout d'abord au comité d'organisation scientifique et aussi faire le discours. La France est toujours dans mon cœur. Et depuis qu'on s'est vu à la faculté Philippe, on a décidé qu'on va faire des choses ensemble. C'est toujours le facteur humain, comme Κώστας a dit tout à l'heure, Laurent. Θα περάσω τώρα στα ελληνικά. Je passe au grec. Tu as dit Mérope. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Dit Mérope, c'est Evangelos Averov qui a parlé des nobles français qui sont venus en Grèce et qui ont beaucoup aidé à l'expansion du vin de qualité grecque. La raison pour laquelle nous posons la question aujourd'hui si les nobles français ont besoin de
de tout cela, c'est parce que, à l'époque, si les nobles français ont contribué à l'expansion du vin grec, aujourd'hui, on se pose quelle est la place du soleil. Les variétés grecques sont intéressantes car elles ont certaines caractéristiques. Le changement climatique nous est connu de tous, il est présent partout dans notre planète et nous avons une augmentation de la température, une hausse de la température, notamment pendant la nuit. D'après certaines études en Grèce, nous avons eu une hausse de la température de 1% jusqu'en 2012. Malheureusement, je n'ai pas d'informations plus spécifiques sur les zones de culture du vin. Et nous savons que cette température va augmenter. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la viticulture? Tout d'abord, les agriculteurs sont soumis à des températures élevées et à une sécheresse accrue. Mais pour ce qui est de la viticulture, nous avons un autre impact qui est que les différentes variétés changent, que les stades phénologiques de ces différentes variétés changent. Ceci a un impact sur la qualité, sur la typicité, car ces différents stades sont influencés par la hausse de la température. Et cette hausse de la température a un impact sur ces différents stades phénologiques, mais également sur les vendanges. L'avancement du cycle de la récolte a déjà été mentionné au début de notre siècle. Nous avions donc un décalage du temps des vendanges. Certains disaient que c'est une bonne chose. Nous aurons plutôt des raisins dans nos assiettes. Mais il n'en est pas ainsi pour la viticulture, car lorsque nous avons ce décalage, l'équilibre entre la production dans un terroir change et les différentes variétés, qu'il s'agisse du Pinot en France ou du Mosrol Filero ou du Xynisteri à Chypre, deviennent mûres entre septembre et octobre. En Grèce, d'habitude, on avait d'avoir les vendanges au mois d'août. Le cycle maintenant change et nous avons une maturation des raisins dans des conditions climatiques inhabituelles jusqu'à présent. Inhabituelles pour chaque variété. Et ceci a un autre impact très important qui perturbe une autre relation là où il y a des vignobles, c'est la relation entre la variété et le terroir. Mosrophyllus amadinia, les raisins de Naousa, ce lien est perturbé. Nous avons moins d'acidité, la récolte des raisins doit avoir lieu, bien que les métabolites ne sont pas arrivés à leur apogée, ce qui définit la typicité, les caractéristiques des raisins d'une variété dans une région. Il y a également des raisons, des facteurs techniques qui influent. Les différentes caves ne pouvaient plus gérer les vendanges car tout le monde arrivait en même temps.
Les raisins arrivent tous en même temps, ils doivent être pressés en même temps. Donc, il y a également des problèmes de gestion qui influent sur cette relation entre variété et terroir. Partout, la quantité d'alcool augmente à travers le monde, quelle que soit la variété. Il y a eu tout un débat sur la manière dont nous pouvons cesser cette augmentation de l'alcool sans modifier les variétés de vin d'un terroir. Et nous avons d'autres également impacts qui sont une augmentation des risques de brûlure, des dégâts quantitatifs et qualitatifs, augmentation de l'amertume, diminution des anthocyanes dans les cépages rouges, un brunissement prématuré. Donc, les fruits frais se perdent, les tannines sont plus sensibles, les vins blancs ont une amertume accrue. Ce sont des problèmes auxquels sont confrontés les œnologues, surtout dans les régions les plus chaudes. Nous avons donc un ensemble d'impacts qui est tout d'abord le décalage des vendanges et les pressions qui sont exercées sur tous ces aspects en raison de la hausse de la température. Le secteur a réussi à faire face à tous ces impacts, à l'impact du changement climatique, à essayer de modérer ces impacts, retarder la taille, modifier les rapports de surface, à couvrir les vignes. Cependant, la variété est la ligne de défense principale pour un vignoble. Chaque vigne a ses propres besoins et c'est bien l'arme la plus importante. Nous avons certaines variétés précoces aujourd'hui et les variétés grecques sont sont de bonne renommée car elles sont précoces. Lorsqu'une région, comme je l'ai montré tout à l'heure, se déplace, comment nous allons la ramener? Nous changeons la variété, une variété qui a des besoins en termes de température plus élevée. Et donc, nous allons déplacer cela dans le temps. Mais c'est une procédure qui a lieu partout. Le Xenistea pourrait être cultivé au Péloponnèse et d'autres variétés grecques pourraient être cultivées en France. Mais ce n'est pas une chose simple car au-delà de l'acidification et du décalage, il faut également voir quels sont les besoins de toutes ces variétés, car leur résistance au stress thermique ou hydrique n'est pas le même. Le Aeolietica, par exemple, est une variété est moins productif et pourrait être cultivé dans des régions plus froides. L'Hymnion est très sensible aux brûlures, par ailleurs. Donc, nous avons des variétés avec des sensibilités différentes et des résistances différentes. En Grèce, nous avons un grand nombre de variétés. Certaines données de l'OIV, la Grèce, après la Roumanie, c'est le pays avec la plus grande dispersion de variétés. En France, elles sont au nombre de 8. Donc,
Nous avons également une grande variété de matériel génétique, car comme montrent les études, nous avons les anciennes variétés traditionnelles, comme vous voyez ici le groupe 4, Arménie, etc. Non, plutôt c'est le groupe 6, dit l'intervenant. Et nous avons les variétés plus nobles de France, d'Italie et d'Espagne. Et nous avons le mariage de toutes ces caractéristiques, ce qui fait l'intérêt des variétés grecques, outre leur précocité. Il a été dit tout à l'heure que ces 5 principales variétés grecques ont été répertoriées. En France, par exemple, nous avons constaté que Aiolietico ne produit pas assez de raisins. Assyrtiko est souvent frappé par le mildiou. Donc, les producteurs doivent connaître les caractéristiques de chaque variété, car au-delà de leur précocité, ces variétés ont des différences en termes également de vinification. Ici, vous avez certaines données du programme VitaDAP de l'Université de Bordeaux, Xinomavro. Est la variété la plus qui peut être plantée plus tard, la plus tardive. Nous avons constaté donc que les variétés grecques sont des variétés tardives. L'ensemble des variétés grecques par rapport aux variétés françaises qui sont cultivées en France ont un écart de vendange de 10 à 15 jours en moyenne. Et les études montrent que Nemea et Naousa avec ces 2 variétés tardives ne nécessitaient pas de déplacer le temps, la période de vendange. Et on constate même une certaine amélioration des caractéristiques de ces 2 variétés. Nous avions de bonnes récoltes. Malheureusement, je n'ai des données que jusqu'à 2012. Après 2012, il faut dire que les années étaient très difficiles. Vous voyez également les variétés chypriotes, Xynisteri et Maratheftico, qui ont des taux de sucre les plus faibles, même plus faibles que les variétés tardives. Nous devons donc examiner pas seulement la tardivité, mais aussi d'autres données, leur productivité. Pas tous les cépages ont la même productivité, voire leur résilience par rapport à la sécheresse, par rapport au stress hydrique, par rapport à cette fatigue qui provient et est causée par les températures extrêmes. Nous constatons donc de grandes divergences parmi même les mêmes cépages. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quelques exemples à partir de recherches. Par exemple, le Xinomavro est une variété qui n'est pas très résiliente par rapport à la sécheresse, car les stomates des vignes, à cause de cette situation, ne répondent pas assez bien à ces températures élevées. Alors que l'Assyrtiko, l'Aiolietico, nous avons une autre régulation stomatique au long de la transpiration qui montre une autre densité et des vaisseaux plus faibles du xylème.
Vous regardez à gauche le xynomavre et à droite l'aiorgitico pour constater la différence concernant la taille des vaisseaux. Et cela aussi dépend de l'irrigation. Ce sont des adaptations qu'il faut prendre en compte par cépage indépendamment afin de fournir les données correctes aux Français et aux autres producteurs. Pour le Sevatiano, un autre cultivar grec reconnu, ici nous avons d'autres caractéristiques. Le maintien de la turgescence cellulaire serait le résultat d'un ajustement osmotique. Et vous regardez ici, avec la couleur rouge, les données concernant la concentration des solutés dans les feuilles. Et bien sûr, nous avons aussi des composantes qualitatives. Comment à Chypre, par exemple, les variétés Xynisteri et Mavro, une fois exposées à des conditions de sécheresse accrues, le potentiel aromatique était réduit dans les deux variétés par rapport à ce qui était le cas jusqu'à présent. Donc, pour ces variétés du climat chypriote n'ont pas bien réagi. L'aiorgitico, nous l'avons déjà évoqué, que le stress thermique et hydrique ne lui fait pas du bien. Nous l'avons vu aussi en examinant les caractéristiques qualitatives. Vous regardez ici avec la couleur bleu foncé le nombre d'anthocyanines. Le xynomavro a un profil différent, s'avère plus tolérant au stress thermique par rapport à d'autres cépages. C'est donc une question complexe et nous ne pouvons pas donner une réponse concrète et unique. Donc, comme conclusion finale, je dirais que les variétés indigènes de Grèce sont en général plus tardives et encore une fois, en général, plus résistantes à la sécheresse. Il faut donc étudier leurs réponses au niveau de la physiologie de la plante entière, mais aussi des raisins mis à part. Et donc, cette adaptation aux conditions météorologiques en France impacteront le potentiel de cultivation sur les sols français. Donc, l'existence du matériel, la connaissance de la part des viticulteurs français des exigences climatiques qui sont différentes et bien sûr avec un grand nombre de variétés, même aussi des problèmes de maladies à prendre en compte. La flexibilité aussi de la législation et bien sûr les préférences, l'avis des consommateurs. Je ne sais pas si nous avons déjà des données pour voir comment les consommateurs français réagissent aux différents vins, mais je pense qu'il existe là un avenir pour cultiver des raisins grecs en France et à l'international. Il suffit en amont d'avoir fait les études nécessaires pour arriver aux conclusions dont nous avons besoin. Je vous remercie. Et maintenant, l'heure des questions ou des commentaires. Προφανώς θα πεις κάτι. Δεν είναι μια ερώτηση. Je voudrais dire que
C'est dommage que M. Derancourt ne soit pas avec nous. Il est malade, on nous a informé, c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu être avec nous. Et donc, je voudrais lui passer nos vœux pour qu'il soit vite de nouveau en bonne santé. Ce serait bien d'avoir une discussion avec lui et j'espère que nous aurons prochainement une autre occasion pour qu'il puisse partager ses expériences avec nous. Puisque vous avez parlé d'une prochaine fois, Yanis, cher Yanis, je pense que de tels colloques, de telles conférences, des occasions d'échange d'idées et d'opinions doivent avoir lieu souvent et c'est une initiative que la Fédération devra prendre. Début juillet 2025, voilà, donc nous avons même une dépêche, une nouvelle à partager avec vous. Pour ces interventions qui passent donc par l'histoire, en passant par la science technique, des collaborations heureuses et fructueuses. Moi, j'ai une question un peu, question surtout pour Stéphanos, mais également pour tout le monde, une question un peu hérétique. Autant je comprends que il faut bien évidemment s'adapter. En France, on dit marche ou crève. Il faut s'adapter parce qu'à la fin de la journée, il faut être en mesure de payer ses factures et même de prospérer. En même temps, je me demande où s'arrête la possibilité de faire évoluer les appellations basées historiquement sur cette notion de typicité. On change les cépages, on change aussi les pratiques œnologiques, les pratiques culturelles, on change même parfois la zone de production. En France aujourd'hui, Côte-Rouennaise a décidé de déplacer l'aire géographique des productions pour aller plus vers le collines parce qu'il fait plus frais. Autant je comprends l'aspect économique vital, je m'interroge en même temps, qu'en reste-t-il de l'appellation d'origine qui est un gage et un symbole de la continuité. Merci. Je suis d'accord avec vous, je partage les mêmes soucis. Il n'y a pas de vraie réponse. La réponse est que si nous changeons de variété, nous changeons également de région. Ce que j'ai évoqué par rapport à la France, c'est le fait d'introduire non pas des appellations protégées, mais en tout cas quelques cépages. Sur la question de si une région peut survivre malgré le changement climatique et garder sa typicité et la typicité qui vient avec le terroir, c'est une autre analyse. Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence, d'un autre colloque. Nous en avons parlé aussi dans une conférence récente sur le changement climatique. Maintenant, en ce qui concerne la zone, la région en tant que telle, est-ce qu'elle peut être étendue? Peut-être, ou elle pourrait se déplacer, aller monter en termes d'altitude. D'autres n'ont pas cette même possibilité. Il faut aussi être brave, être courageux. Oui, je suis d'accord, mais concernant le dispositif qui existe aujourd'hui en France, cette variété à fin d'adaptation, le raisonnement, c'est d'avoir vers la fin de la décennie, de les inscrire dans l'archive des appellations d'origine.
Donc, ce n'est pas une question de créer des nouvelles variétés, c'est en effet de changer les existantes. Donc, ma question en vérité, c'est nous avons toujours un vin, nous avons toujours une appellation, mais qu'est-ce qui existe derrière? Complément. Théodore, tu sais ce qu'on faisait aux hérétiques au Moyen-Âge? Hein? Dans le monde grec, on était bien plus libéral. Non, ce que je voulais dire, c'est que, 3 exemples. J'ai appris ça récemment, on m'a dit, mais les vins rosés n'ont pas de cépage. Et la Provence, qui a été une des premières appellations à se lancer dans le dispositif VIFA, l'a fait avec d'autant plus de liberté que, enfin, je vais être grossier, mais on s'en fout de savoir quels sont les cépages qui font du rosé en Provence. Par contre, à Bordeaux, quand on annonce, et les journalistes, ils sont friands de ça, il y a aussi quelques hérétiques à Bordeaux, qu'on met le Touriga national issu du programme Vitadapt qu'a mentionné Stéphanos, là, la traduction raccourcie, c'est les Portugais qui vont sauver Bordeaux. Dernier exemple, excusez-moi, dernier exemple, vous comprenez très bien que le dispositif VIFA, pour l'instant, en Bourgogne, il est en stand-by. Et pour caricaturer, j'ai envie de vous dire, mais pour les Bourguignons, il faut quand même qu'il y ait un cépage qui soit à la hauteur du Pinot pour l'accompagner, pour passer cette transition. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ils sont encore un peu en retrait. Ils disent, les Bourguignons, so far so good. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ils voient bien qu'ils sont sur le pic de la courbe de Gauss par rapport à toutes les problématiques qu'a évoquées Stéphanos. Merci. Ναι. Συγχαρητήρια για όλους τους τρεις, δηλαδή. Félicitations à vous 3. Il y a 20 ans que j'avais visité M. Razivasiliou et travaillé surtout sur la Malarousia. Connaissez-vous s'il a pu ajouter d'autres cépages dans ses vignobles? Et deuxième question. Donc, des vignes ont été transportées jusqu'à Marseille. Aujourd'hui, en mer Égée, il existe la variété Focciano. Connaissez-vous s'il y a quelque chose d'équivalent en France? Et troisièmement, à Tenaro, dans les montagnes de Tenaro, j'ai rencontré des raisins de table, Tapsatiri, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous avez pu inclure M. Bacasietas dans cette inscription, dans cette liste que vous avez créée. Bien sûr, je ne pourrais pas vous dire ce que M. Razivasiliou a planté dans ses propres parcelles. Quand il viendra lui-même, il pourra vous répondre. Il vous a parlé de M. Peynaud, mais je ne sais pas si on peut répondre sur ce qu'il a dans ses vignobles. En ce qui concerne le Focciano, c'est une des variétés sur laquelle nous travaillons. Et l'information que je peux vous donner est que nous étions très surpris cette année, car c'est cette année que nous avons beaucoup travaillé sur les îles des Cyclades, où la majorité des cépages ont eu une production minime à cause des températures élevées. Donc, à notre surprise, le Focciano n'a pas du tout été impacté cet été. Et c'est donc une des variétés qui nous intéresse beaucoup. De même pour Thrapsathiri, car il s'agit d'une variété les plus tardives en Grèce qui nous intéresse en raison de sa résilience. Et non, il n'y a pas d'équivalent de Focciano en France. Je crois qu'il existe cependant en Turquie. Bonsoir. Des présentations en effet très intéressantes. J'ai 2 questions adressées à M. Bacasietas. J'ai essayé à un moment donné de voir quels sont les vrais cépages autochtones en Grèce. Il n'existe pas d'inscription de liste officielle où on peut les trouver toutes. J'en avais trouvé 170, 180. Donc, la question est, est-ce que les données que vous avez pu trouver, est-ce que vous avez
publier quelque chose? Est-ce qu'on peut trouver ça dans le domaine public? Est-ce qu'il existe aujourd'hui un numéro précis? En parlant de Mavroudi, mais je vois en même temps le Mavroudi en Roumanie. Quelles sont les variétés grecques, donc? Il existe un registre national qui a été mis à jour récemment, en 2023. Et là, si je ne me trompe pas, il y a 240 variétés inscrites, y compris les raisins de table. Et il existe aussi à l'Ikovrisi un catalogue avec 330 inscriptions de variétés grecques. C'est ce que je peux vous dire. Le catalogue, c'est officiel, c'est pas de la théorie. Malheureusement, nous n'avons pas pu entendre la question. Basé sur les données que nous avons à notre disposition, il existe environ 250 variétés dont nous avons examiné le matériel génétique. Il existe, oui, des publications, mais ils concernent davantage les clones. L'intervention est hors micro, donc elle ne peut être traduite. On ne vous entend pas, on ne peut pas traduire. Je propose de discuter avec vous. Vous pouvez échanger au moment de la pause café, il y a la pause café juste après, puisqu'on là entre dans des domaines très, très techniques. Une question à Kostas Bakasietas. C'est une superbe histoire avec Jean-Michel Boursicot qui est allé en Australie et on lui a montré un vignoble avec une variété espagnole, Albarino. Et Jean-Michel Boursicot a pris une feuille, l'a envoyée à ses amis en France et il leur a dit ce n'est pas de l'Albarino, c'est d'une variété du Jura. Donc, les Australiens peuvent également se tromper. Récemment, vous avez fait une annonce sur Avroustiatis et sur la Mavrodaphne tsigel. Avroustiatis, c'est le nom qu'on lui a donné à Zakynthos, car le vignoble était à côté d'un rocher, était près d'un rocher, et en fait, il s'agit de Mavrodaphne tsigel, c'est la même variété. Pourquoi ne peut-on pas tourner la page et reconnaître certaines choses? Je pense que une fois sur 13 millions, l'ADN est faux. Quel est votre avis là-dessus? Ça, cher Nico, c'est plutôt un commentaire, plus qu'une question. Nous avons présenté l'étude que nous menons depuis 15 ans. Maintenant, le reste. Bonjour. Est-ce que vous allez répondre à Monsieur Manessis? Non, ce que je voulais dire rapidement, c'est que j'étais avec Jean-Michel quand on l'a montré de prétendu Albarino. Le test génétique n'a fait que confirmer la première hypothèse de Jean-Michel qui était la bonne. Est-ce que ce sont les Australiens qui ont fait la faute ou est-ce que la faute n'était pas dans la collection de Galice où a été prélevé le matériel? Bref question. Il merci pour vos présentations très intéressantes.
Une question à Monsieur Bakasiadis. Nous nous connaissons depuis très longtemps, Costas, donc je vais te tutoyer. Les premiers clones ont été répertoriés dans les catalogues grecs en 2021. En France et en Italie, quand les premiers clones ont-ils été répertoriés? Costas répond qu'il est difficile de répondre. C'est juste un chiffre. 2016, non, les Français ou les Italiens, quand ont-ils répertorié leurs clones dans leur catalogue? Je pense que nous avons un écart de 60 ans. Est-ce 1971, nous dit Lorrain. Donc, 50 ans. Je me suis trompée de 10 ans. Est-ce qu'il serait juste de dire que ceci fait que nous avons un handicap dans cette viticulture et tenant compte de ce retard que nous accusons de 50 ans, tenant compte du changement climatique qui évolue hors de tout modèle? Peut-on être optimiste? On peut sûrement être optimiste en voyant d'abord les résultats. Tu te souviens très bien, et je te le rappelle si tu ne t'en souviens pas, en 2014, lorsque je vous ai invité avec Yannis Vogiadzis à goûter de l'agrolikitiko, sans vous dire qu'il s'agit de l'agrolikitiko, vous n'y croyez pas, car il était meilleur que celui qu'on connaissait jusqu'alors. Donc, on peut être optimiste. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut accélérer le pas. On peut être optimiste car nous avons des variétés avec des variations génétiques très importantes. Donc, nous ne connaissons pas leur dynamique. Nous devons la découvrir et nous pouvons la découvrir à travers la recherche, à travers nos études en laboratoire. Et nous voyons déjà les premiers résultats. En retard. Écoutez, on ne refait pas l'histoire, mais en tout cas, vous avez un potentiel extrêmement riche et les premières vinifications, les premières dégustations, visualiser le comportement, le phénotype, montrent qu'il y a une diversité exceptionnelle à travailler. Et aussi un point très important qu'on n'a pas évoqué avec Costas, conserver cette diversité intravariétale au maximum. Nous-mêmes en France, y accordons de l'importance, mais on a parfois du mal à convaincre les professionnels de cette importance capitale. Imaginons que dans 50 ans, la diversité du merlot soit réduite aux seuls 12 clones agréés. Quelle pauvreté! Να δώσω ένα νούμερο για να προλάβω λίγο αυτό που να κρατήσετε ένα νούμερο μόνο αυτή τη στιγμή στη Γαλλία για να σώσουν. En France, pour préserver cette diversité, les Français ont 25 000 clones de toutes les variétés qui ne circulent pas sur le marché pour préserver, pour sauvegarder cette diversité. Nous travaillons sur plusieurs clones, je dois dire, dans nos laboratoires et nous essayons de les intégrer dans nos collections. Bonjour, quelques mots, si vous me permettez, sur le Phokianos, qui a un nom lourd d'histoire et je ne savais pas qu'il y a autant de Phokianos à Naxos. Je sais que cette plante poussait à Ikarie et à Lipsi. Cela fait 10 ans que je m'occupe de cette variété. Le Phokianos était le raisin consommé, le raisin de table consommé massivement par les Athéniens, qu'on qualifie de raisin du producteur à Naxos, car il est produit en quantité. Naxos a une faible production. Chaque agriculteur produit sa petite quantité pour sa propre consommation. Nous produisons maintenant, nous cultivons le Phokianos, qui nous donne un excellent rosé gastronomique.
Mais j'ai entendu dire qu'il y a un autre Phocianos, une autre variété, je la cherche toujours, qui peut donner du vin rouge. Il y a un champ, un domaine sur la résistance des vignobles qui est la valorisation des anciens vignobles avec leur grande diversité. Et la Grèce a un grand avantage là-dessus, un avantage que nous avons perdu avec toutes les restructurations. Mais c'est un facteur une dimension qu'il faut intégrer dans le discours. Je pense que le Phocianos vient également de Roumanie. Bonsoir. I don't know if English or French. I will start in French. A question that is not technical. It's to do with promoting Greek wines. I know Greek wines are gaining more and more credibility and international recognition abroad. Initiatives seen so far, I don't know, from my perspective, are more private, conducted by different companies. Is there any plan for either your organization or other organization to promote Greek wines, and what are the plans for the future? C'est difficile. Je crois bien qu'une des plus grandes villes grecques, c'est Melbourne. Il me semble. Hein. Eh bien, nous avons un partenariat avec une pépinière basée dans la South Australia, c'est pas le Victoria, mais qui nous a demandé d'introduire certaines variétés grecques parce qu'il y a des demandes de la part de consommateurs. Maintenant, pour qu'une variété à l'échelle individuelle, elle arrive à émerger, on est malheureusement, enfin, c'est la réalité sur le temps long. Quoi qu'on puisse penser, dire, il y a 6 variétés qui dominent le marché mondial, le Chardonnay, le Sauvignon, le Cabernet Sauvignon, la Syrah, le Pinot Noir et le Merlot. Et derrière, aujourd'hui, c'est le désert. Carmener, Malbec, Chenin, c'est peanuts. Merci. Enfin, ma question un peu, elle est plus sur quelles sont les initiatives prises par les différentes organisations pour promouvoir en général le vin, pas juste les cépages. C'est plutôt, enfin, je vois autour du monde, dans les pays, dans différents pays, il y a des organisations qui promouvoient le vin grec, que ce soit à travers les ambassades, que ce soit avec des expos et tout. Et ici, on le fait juste au niveau société par société, lorsqu'on participe dans des événements. Voilà, peut-être je n'ai pas tout le passé, mais c'est une question que je pose. C'est une question qu'aucun d'entre nous n'est en mesure de répondre, d'apporter des réponses parce que c'est en dehors de nos compétences et de nos activités, soit de recherche, soit de technologie. Et pour conclure, donc, une question n'est pas seulement la promotion du vin grec à l'étranger, mais la promotion du vin aux jeunes consommateurs. Donc, ça vaut la peine, si on parle de promotion, d'élargir notre sphère d'influence. Donc, je vous remercie. Nous remercions l'audience pour sa présence aujourd'hui. Toutes les personnes magnifiques qui ont pris la parole. Soyez bien. Bonne soirée à tous.